Bonjour Monsieur Elim Bilobé, merci de répondre aux questions de Camer Sénat Info, c'est la vitrine du Cameroun sur le web. Vous avez lancé depuis un bon bout de temps maintenant une pétition sur Internet appelant le président de la République à sa retraite. Est-ce que jusqu'ici vous avez l'impression que la monnaie se prend quand même? Moi je suis très fier de ce qui se passe avec cette pétition. Premièrement, elle n'a pas stagné. C'est une pétition qui a été lancée au courant du mois de février. Nous sommes en mai. Elle a déjà engrangé en ligne. Ce matin, on est à 812, 815. Hein, ça augmente parfois d'heure en heure. Nous sommes à 815 personnes qui ont choisi de parler au président de la République pour lui dire de bien vouloir prendre sa retraite politique publique. Cela veut dire que nous concevons que le président, s'il veut, il peut continuer à rester président de son parti, mais qu'il quitte la conduite des affaires publiques, parce que la lourdeur de la conduite des affaires publiques, la difficulté de cette mission exige que les personnes qui sont en charge de ce type d'affaires aient toute leur bonne santé, et la bonne santé est d'abord liée à l'âge. Il est évident que la santé que vous avez quand vous avez 25 ans n'est pas celle que vous avez quand vous avez 83 ans. Donc, nous lui demandons aussi de se retirer parce que le président a commencé à travailler en 1962, qu'il a été recruté. Il n'a jamais travaillé ailleurs que dans la fonction publique. Donc, ne serait-ce que pour le temps qu'il a mis comme fonctionnaire, parce que même à la présidence de la République, on est fonctionnaire. On est au service de l'État. Le temps qu'il a mis, de 1962 à aujourd'hui, c'est 54 ans. Il a dépassé toutes les limites d'âge envisageables pour qu'il soit encore à être payé par l'État camerounais. Et entre-temps, lui, il envoie des gens à la retraite. Donc ce type de comportement s'apparente à une forme d'injustice. Vous décidez de la retraite des autres et vous-même, vous n'allez pas à la retraite au prétexte que vous êtes président de la République et qu'il n'y a pas une loi qui envoie le président de la République à la retraite. Mais la durée de service, la longévité au pouvoir sont aussi en train de jouer dans la vie camerounaise comme un facteur limitant le dynamisme qui doit habiter les cercles politiques. Le président lui-même parle de l'inertie, il dénonce l'inertie. Si vous lisez le discours qu'il a fait au Conseil de ministres du 3 juillet 2009, il parle de l'inertie que j'ai souvent dénoncée, a repris le dessus. Donc, le président ne peut pas dénoncer l'inertie et être un acteur de l'inertie. Parce que le fait que lui, il reste pour président pendant 33 ans, il reste pendant plus de 30, depuis 85 à la tête de son parti, c'est de l'inertie. Et cette inertie-là correspond à une inhibition des ambitions des collaborateurs. Or, la réussite d'un homme politique réside aussi dans le fait que pendant qu'il exerce, il prépare la relève. Il faut que le pays se nourrisse de ces hommes et de ces femmes. Les uns succédant aux autres, c'est comme cela. Et ce n'est que comme cela que le pays peut s'adapter aux transformations du monde qui ne nous attend pas. Et justement, quand on essaie un peu de regarder, disons-le comme ça, l'architecture même du gouvernement en place, on ne sait pas qui va véritablement remplacer le président Paul Biya actuellement, parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle dans l'environnement politique un dauphin. Notre pays a choisi non pas un modèle monarchique où il appartient à celui, le monarque, de désigner qui le remplacera. Notre pays a choisi l'expression de la souveraineté nationale. C'est-à-dire que c'est le peuple qui est souverain. Ce n'est pas un individu qui est souverain. C'est différent de ce que le Cameroun est différent du Maroc. Au Maroc, c'est un individu qui est souverain. Au Cameroun, c'est le peuple qui est souverain. C'est au peuple qu'il appartient de désigner le remplaçant du président Biya. Nous ne devons jamais envisager de chercher à savoir qui M. Biya doit désigner, parce que ce n'est pas de la compétence de M. Biya de désigner quelqu'un. Lorsque M. Biya
accédera à la retraite parce que nous le lui avons demandé avec insistance, parce que nous sommes devenus très nombreux à le lui demander. Nous ne sommes que 850 à peu près aujourd'hui. Je souhaite que des gens nous rejoignent dans cet effort pour parler au président. S'il nous écoutait, eh bien, il prend sa retraite. Ce sera au peuple, lors des élections de 2018, de désigner son successeur. Il peut désigner son successeur s'il le veut à l'intérieur du RDPC, parce que c'est leur parti. Je suppose qu'ils sont organisés pour que ce soit le président sortant qui dise qui est le président entrant, indépendamment de la volonté des militants de base, ce qui serait un paradoxe parce que ce parti se prévaut d'être démocratique. Mais en dehors du RDPC, le président n'a pas la compétence de désigner qui que ce soit. Et c'est bien que nous ayons fait la réforme constitutionnelle qui interdisait au président de laisser en place, en cas de démission, soit le Premier ministre, soit le président de l'Assemblée nationale, soit un supposé vice-président, qui serait chargé de continuer le mandat jusqu'à la fin. Parce que c'est comme cela que Ahidjo a procédé pour nous imposer Paul Biya comme son successeur. Le peuple camerounais a été exclu de la consultation, de la désignation du successeur d'Amadou Ahidjo, et par un mécanisme illégitime mais légal, comme l'apartheid était légal mais était illégitime. Eh bien, M. Biya s'est retrouvé à la présidence de la République. Je ne suis pas sûr que si Ahidjo en 82 avait choisi plutôt d'organiser des élections présidentielles anticipées en refusant d'être candidat, ce serait M. Biya qui aurait été élu. La question un peu aujourd'hui du départ de Paul Biya à la tête de notre pays est aussi un peu, disons-le, symptomatique, à l'instar des autres partis politiques camerounais, surtout de l'opposition, où l'alternance, où vous aurez dit par exemple qu'il fallait commencer d'abord par demander à Foundiké, votre président, depuis près de 23 ans maintenant, si j'ai bonne mémoire, 25 ans déjà, 6 ans même déjà, de passer la main peut-être à une autre jeune génération qui peut à un moment penser mieux faire. Oui. Les gens font de la spéculation et ils font de la querelle stérile. Ce n'est pas mon style. Je pose les problèmes d'un État. Eux, ils me posent les problèmes d'un parti. Or, tous ces partis politiques, ce que les gens feignent de ne pas reconnaître, c'est que les partis politiques, eux, ils se sont organisés comme l'État. L'État a été organisé pour avoir un gouvernement perpétuel. Un gouvernement qui ne dépend pas de la volonté du peuple. La preuve, c'est qu'aucun ministre n'a un mandat. Nous sommes un pays où les gens accèdent à la fonction ministérielle sans qu'on ne consulte les citoyens. Ailleurs, notamment par exemple en France, les ministres sont recrutés parmi les élus. Beaucoup de ministres sont recrutés parmi les élus, c'est-à-dire que vous allez d'abord aux élections locales. Le peuple vous donne un mandat de maire ou de député et vous accédez à la représentation nationale. Et c'est à l'intérieur de la représentation nationale que le président vient choisir les membres du gouvernement. De telle sorte que les gens en gouvernant doivent se rappeler que le peuple peut les enlever du gouvernement en leur refusant le prochain mandat. Au Cameroun, rien de tout ça ne se fait. Moralité, comme l'État est organisé pour avoir un gouvernement perpétuel, c'est comme ça que tous les partis politiques se sont organisés pour avoir un gouvernement perpétuel. Vous savez pourquoi il en est ainsi? Parce que la maxime dit que l'exemple vient d'en haut, l'imitation vient d'en bas. Connaissez-vous un espace social, notamment nos familles par exemple, où ce sont les enfants qui donnent les exemples au père? Non, c'est pour ça que j'ai choisi de demander au président d'impulser une évolution qui va irradier toutes les franges de la société, tous les microcosmes de la société et en particulier les partis politiques. Et Dieu seul sait que si le président Biya accédait à notre appel et qu'il se retire, non seulement à l'intérieur de son parti, vous verrez des énergies nouvelles qui vont apparaître.
des ambitions jusqu'ici inhibées qui vont se libérer. Il y aura une saine compétition démocratique là-bas à l'effet de le remplacer. Mais parce qu'il en sera ainsi là-bas, les autres partis seront dans des situations telles que s'ils ne suivent pas ce mouvement de régénération de... Elim Bilio, aujourd'hui conseiller municipal à la mairie de Douala 5e et responsable national communication du Social Democratic Front. Est-ce qu'on peut s'attendre demain, dans les jours qui viennent, à Elim Bilio candidat à la présidentielle dans notre pays? Non, je ne serai pas candidat. Je vais soutenir une candidature anglophone. Je travaille d'ailleurs à la constitution de cette candidature parce que je pense que notre pays est le fruit, est un héritage. Cet héritage est le fruit d'un compromis entre deux communautés politiques et culturelles bien spécifiques, la communauté anglophone et la communauté francophone. Si ces deux-là ont choisi de se mettre ensemble, vous devez bien vous rappeler que si en 1960, les francophones avaient dit aux anglophones que si vous venez dans la fédération, vous n'aurez jamais le poste de président, eh bien vous savez que les anglophones ne seraient jamais venus à la fédération. Parce que les anglophones, en venant à la fédération, ils venaient avec à l'esprit le principe de l'égalité des chances. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une distorsion grave à ce principe de l'égalité des chances, que les gens veulent organiser et assumer au nom de la supériorité démographique qui constitue, selon certains esprits primaires, la base du fonctionnement démocratique. La démocratie n'est pas la loi du nombre. Non, c'est le libre choix des peuples à choisir leurs dirigeants. Ça s'arrête là. L'intelligence qui doit accompagner les actes démocratiques doit nous amener à faire en sorte que ça ne soit pas une dictature du plus grand nombre. Le Rwanda, le plus grand nombre, c'est les Hutus. Vous avez vu que parce qu'ils n'ont pas intégré la nécessité d'associer l'autre communauté aux affaires, nous sommes arrivés à une guerre civile qu'ils ont perdue. Et c'est les Tutsis minoritaires qui ont emporté sur la majorité, même militairement. Donc le grand nombre n'est pas le gage de l'efficacité, n'est pas le gage de la bonne raison. La bonne raison au Cameroun, c'est que les francophones ont déjà gouverné 56 ans que les francophones gouvernent. Et qu'ils gouvernent dans des conditions qui n'assurent pas l'implication totale de la communauté anglophone. Aujourd'hui, vous avez le président de la République qui est francophone, le président de l'Assemblée nationale qui est francophone, le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est francophone, le vice-président du Sénat qui est francophone, le président du Conseil économique et social qui est francophone, le président de la Cour suprême qui est francophone et peut-être demain le président du Conseil constitutionnel sera francophone. Vous ne pouvez pas imaginer que dans cette configuration ou dans cette panoplie des institutions, la seule où un anglophone est à la tête, c'est le premier ministère. Avec tout ce que nous avons vu comme dédoublement. Donc, dans une telle configuration, vous voyez que même si les anglophones, et en particulier ceux qui sont dans le RDPC, même s'ils ne disent rien, réellement, ils ne peuvent être que frustrés. Quand on se plaint que les bêtis occupent tous les postes, à plus forte raison, si au niveau gouvernemental et au sommet, on ne voit pas des anglophones, vous imaginez qu'ils vont se satisfaire de cet état de choses. Leur mécontentement se traduit par la montée irréversible du SCNC, qui lui est en train de porter la voix des sécessionnistes anglophones. Cela veut dire que si nous ne faisons pas attention, exactement comme en Catalogne, en Espagne, où le mouvement sécessionniste a été réprimé, mais petit à petit prendre le sort. On est au bord de la sécession en Espagne. Il en sera de même au Cameroun si nous n'y prenons garde. D'accord. Votre candidat, comme vous le dites, sera un anglophone. Je souhaite. Est-ce qu'on peut avoir les noms en vue? Je souhaite. Il y a quand même dans cette cosmogonie politique aujourd'hui, on voit des gens émerger, par exemple, comme chez vous, je suis aussi, Edith Kaban, voilà, d'ici, puis dans une moindre mesure. Est-ce qu'on peut avoir des noms en vue? La candidature anglophone qui doit être présentée doit être une candidature solide, qui a de la vitalité, qui obéit aussi
à l'état d'esprit du peuple camerounais. Le peuple camerounais est un peuple qui a été constitué, éduqué par les fonctionnaires. Il n'est pas encore temps, il sera difficile au Cameroun qu'un individu, soit-il un grand commerçant, par exemple Chief Fabiola au Nigeria, on peut trouver son équivalent au Cameroun, qui serait président de la République. Parce que ça représente une aventure dans l'esprit des Camerounais. Donc, le candidat à la présidence de la République, qu'il soit francophone ou qu'il soit anglophone, a des canons auxquels il doit obéir. Faute de quoi il ne représentera une essence. Nous devons choisir quelqu'un qui peut apporter avec lui le sentiment d'assurance. Ces gens ne sont pas nombreux. Il faut aussi que la candidature, soit-elle anglophone, soit portée par un mouvement politique solide, qui a une implantation sur l'étendue du territoire. C'est pourquoi je travaille à rapprocher constamment le CPP du SDF, qui sont les deux partis actuellement capables de produire une candidature anglophone solide. Le rapprochement de ces deux partis, sans nécessairement obtenir leur fusion, mais obtenir leur capacité à se parler, à s'échanger, à s'entendre sur des choses essentielles pour l'équilibre de notre pays et pour le privilège du peuple anglophone, eh bien, ce rapprochement est indispensable. Je me pose comme un artisan d'une espèce d'interface entre le CPP et le SDF, parce que le CPP, tel qu'il est dirigé aujourd'hui, est une excroissance en quelque sorte du SDF. Il n'est pas question de jeter le bébé, de jeter l'eau du bain. Nous voulons le bébé, nous voulons l'eau du bain, parce que nous pouvons les avoir tous les deux. Ceci dit, le moment viendra où les expressions des ambitions, les ambitions vont s'exprimer. Les ambitions pourront s'exprimer dans le CPP, les ambitions pourront s'exprimer dans le SDF. Et la condition essentielle pour que les ambitions s'expriment librement dans le SDF est justement que nous opérions l'alternance que nous appelons de tous nos voeux dans le RDPC ou carrément à la tête de l'État. Parce que donc, quand vous aurez le passage de témoins organisé par le président national lui-même, qui, je le répète encore, a fait un travail exceptionnel pour placer le SDF là où il se trouve aujourd'hui, au sommet de l'échiquier politique. Un travail qui n'est pas négligeable, que beaucoup de partis politiques et beaucoup d'hommes politiques n'ont pas été capables de faire. Eh bien, ce travail-là et cette aptitude font du président Foundi quelqu'un qui est à la porte de l'histoire. Il est sur le point de rentrer dans l'histoire. Il entrera d'autant plus aisément et facilement dans l'histoire qu'il aura opéré ce que je considère comme la dernière œuvre pour un mohican comme celui-là, qui serait de passer la main. D'accord. Et une transition facile serait de vous demander un mot à l'endroit peut-être des millions de lecteurs de la diaspora, étant donné que le site est exclusivement lu par des Camerounais d'ici, et d'ailleurs peut-être les appeler aussi à signer la pétition. Je les appelle à signer la pétition parce que c'est une œuvre collective. Et ils sont devenus électeurs. Vous ne pouvez pas être électeur, c'est-à-dire décideur des affaires politiques du pays, et qu'on vous exclut dans d'autres secteurs. Vous devez donc être impliqué comme électeur pour la présidence, comme électeur pour les députés. C'est pour cela que l'une de mes visions politiques, c'est de me battre pour que nous ayons au Parlement les députés de la diaspora qui viennent eux-mêmes prendre leur part entière dans le fonctionnement de la vie nationale. Or, en tant que promoteur d'une telle idée, les députés de la diaspora ou même les sénateurs de la diaspora, ce serait un peu compliqué pour les sénateurs parce qu'eux, ils sont élus par les conseillers municipaux. Or, il n'y a pas de conseillers municipaux dans la diaspora. Eh bien, ce qu'il nous faut, c'est d'avoir dans la chambre des députés de la diaspora qui seraient élus là-bas et qui viendraient siéger chaque fois que l'Assemblée nationale siège et qui porteront eux-mêmes les doléances de la communauté camerounaise qui vit à l'étranger. À partir du moment où nous intégrons donc la part de la communauté
étrangère qui vit à l'étranger, dans le fonctionnement permanent des institutions, eh bien, c'est de leur plein droit de parler au président de la République. C'est de leur plein droit de dire au président de la République, Monsieur le Président, vous avez beaucoup travaillé, prenez votre retraite. Parce que la prise de la retraite du président de la République est une condition essentielle de l'avènement d'une nouvelle ère politique dont les Camerounais de la diaspora sont des artisans à part entière. Je leur demande donc de signer massivement cette pétition, mais je leur demande aussi de se préparer. Je leur demande de se préparer à être des acteurs en 2018 en s'inscrivant massivement là-bas sur les listes électorales, en constituant ce qu'ils font déjà, mais en augmentant l'intensité de ce qu'ils font déjà, qui est leur attention permanente sur les affaires politiques qui se passent dans le pays. D'accord, un mot quand même sur la double nationalité, étant donné quand on parle de la diaspora, on parle surtout de la double nationalité. Non, ce que vous ne savez pas, c'est que ceux des Camerounais qui ont pris une nationalité autre que la nationalité camerounaise ne sont pas d'ailleurs nombreux. Ils ne sont pas nombreux, premièrement. Deuxièmement, ils ont posé des actes qui engagent leurs responsabilités. En allant prendre une nationalité étrangère, ils savaient qu'ils allaient perdre la nationalité camerounaise. Ils ont donc fait des choix. Il faut qu'ils respectent eux-mêmes les conséquences de leurs choix. Quand un Américain décide d'accoucher son enfant hors du territoire américain, en train résidentiel. Donc tous les pays sont organisés, ils ont leurs dispositions réglementaires, juridiques, législatives. Chaque citoyen est tenu de respecter les lois de son pays. Quand vous décidez de prendre la nationalité d'un autre pays, vous décidez de renoncer à la nationalité camerounaise pour des raisons qui vous sont propres. Vous ne pouvez pas revenir après dire non, il faut qu'on me fabrique les opportunités camerounaises en vertu de ma nationalité étrangère. Les étrangers qui seraient d'origine camerounaise, rien ne les exclut ici. Rien ne les exclut ici, à part certaines fonctions politiques. Ils ont choisi eux-mêmes d'être dans une situation d'exclusion. Personne ne les a mis là-bas. D'autant plus qu'il y a de nombreux Camerounais qui sont à l'étranger depuis de très nombreuses années qui n'ont jamais envisagé d'avoir un autre père. Ils ont gardé leur père camerounais qu'ils n'ont jamais choisi d'avoir. Parce qu'on ne choisit pas de naître au Cameroun ou ailleurs. Mais une fois que vous êtes né au Cameroun, vous assumez le Cameroun avec ses bienfaits et ses méfaits et vous devez être un contributeur à la transformation permanente du Cameroun pour qu'il soit à l'image de votre rêve. D'accord, c'est là-bas qu'on va conclure. Merci infiniment à vous, monsieur.